Je continue la création de mon regard technique. Je commence par découper les ferrailles qui vont dépasser du coffrage et je me laisse un enrobage au minimum de 3 cm. Je prépare le treillis pour la dalle de répartition des charges. Bon, on a fait un petit coffrage sans prétention. J'ai ligaturé sommairement les tors entre eux. C'est tout de la récup. Donc le coffrage, j'ai mis des bastins encore à l'intérieur. J'ai mis des petits étais troisième main. Et comme je te dis, le coffrage, il est conique. Il est en forme de trapèze pour pouvoir le décoffrer. Comme ça, après, je pourrais mettre une sangle au milieu là et je pourrais le relever avec ma pelle. Du moins, c'est ce que je croyais. Dimanche dernier, j'ai coulé le regard là. Bon, comme il pleuvait, j'ai pas tout filmé. J'ai mis un tuyau en attente ici là. Ça sera pour la pompe. Quand j'ai terminé dimanche, c'était assez tard. Et j'ai encore mes ferrailles qui dépassent pour la reprise. Ça sera nickel. Je mettrai un peu de latex, même si pas vraiment d'utilité, mais de produits de reprise, on va dire. Ça fait une petite semaine que j'ai coulé ça. Même si j'ai fait mon coffrage en forme de cône, je pense que je vais en chier pour le décoffrer. Alors dessous j'ai mis un cri 20 tonnes, donc c'est largement suffisant pour décoller le coffrage. Je l'ai pris surtout celui-là parce qu'il est vachement haut, donc ça m'évite de mettre 50 000 bois par dessous. Et on va y aller doucement, on va essayer de décoffrer tout ce merdier. Donc de ce côté pareil, j'ai mis 3 PVC en attente que j'ai découpé en biseau et que j'ai remblayé pour faire un coffrage naturel. Et après j'aurai plus qu'à creuser pour venir récupérer l'extrémité. J'espère que ça va sortir. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis mon cri sous tension qui lève le coffrage et en même temps je le tape pour qu'il se décolle tout doucement tout seul, en espérant que ça vienne. On va lui mettre un peu de pression encore. Voilà. La meilleure solution, ça aurait été de mettre de l'huile de décoffrage, sauf que déjà j'en ai pas et j'avais pas prévu une semaine pour décoffrer. Mais bon, je vais compter sur mon coffrage en cône et de décoffrer par dessous pour qu'il vienne. Bon, dans tous les cas, ça viendra, mais si je peux récupérer mes planches, ça sera pas plus mal. Bon, je vais changer de méthode parce que ça bouge, mais c'est pas terrible. Donc je vais virer les bois au milieu là, en espérant donc du coup cintrer le bois et le raccourcir. Je pense que ça sera mieux. Dans mon esprit, je sais déjà que c'est perdu d'avance, mais mon ego l'a encore pas accepté. Bon, je me suis fait avoir parce que en fait mon coffrage il aurait été viable si je l'avais décoffré dans l'heure qui suit. Et vu que je me fais prendre souvent par le temps, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là j'ai un peu du mal. Donc tant pis, ce que je vais faire, je vais finir de couler mon béton à la bonne hauteur. Et puis après, je finirai de le couper propre pour essayer de réutiliser un maximum. Voilà, j'ai un peu sous-estimé le temps qu'il m'aurait fallu pour faire ça. Du coup, sinon je l'aurais fait autrement. J'aurais mis des bois dans les angles et j'aurais fait un truc que je puisse décoffrer de l'intérieur et que tout vienne. En mode escargot ou comme on a l'habitude de voir les coffrages. Sauf que là, j'ai voulu vite faire mon truc. J'ai dit de toute façon, je vais le décoffrer dans l'heure qui suit comme j'ai eu fait constamment. Et vu que la météo m'a chié dessus le dimanche et que ça m'a pris beaucoup plus de temps, je suis parti comme ça. Et voilà, ça le fait pas. Donc tant pis, on va finir le boulot et on va essayer d'y couper le plus proprement possible. Mais bon, la prochaine fois, je ferai un coffrage plus propre, ça me prendra plus de temps, mais au moins, je ne serai pas prisonnier par le temps. Allez, on continue. Je nettoie mon coffrage pour la suite de mon ouvrage. Donc là, je gratte toute la laitance qui est venue se projeter contre et je vais venir épousseter l'ensemble parce que forcément, on ne repart pas sur une base poussiéreuse.
Du coup, pour l'arrivée de ma pompe, j'ai fait un petit coffrage cette fois vraiment bien conique. Et celui-là, je vais pas le laisser longtemps. Mais bon, à comparer, c'est démesuré. Je vais couper le PVC à la forme du coffrage. Comme ça, mon béton, il rentrera pas dans le tuyau. Ce que je fais pour garder la forme intégrale de ma coupe, je plaque directement le disque contre. Là, c'est nickel. J'enlève la terre qui m'a servi de coffrage naturel pour la dalle de répartition des charges. J'applique un produit de reprise pour mon béton, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement un latex. Donc ça vient favoriser l'adhérence du nouveau béton sur l'ancien. Donc vous pouvez mettre ça, vous badigeonnez ça sur votre support et vous pouvez aussi le mettre dans votre mélange. Ça a un avantage aussi, c'est que ça imperméabilise votre support. Je vous montre Parex Lanco, mais il n'y a pas que Parex Lanco qui fait ça, hein, bien évidemment. J'ai pris un exemple. J'ai donc 3 PVC, un PVC qui est l'alimentation électrique de la pompe, un autre PVC où il y a mon PEHD pour mes WC et une future réservation pour l'arrosage automatique. Mon béton, j'essaye de le doser à 350 kg au mètre cube. Donc si vous avez des sacs de 35 kg, ça fait 10 fois moins que 1 mètre cube, donc vous obtiendrez 100 litres. Ça équivaut à peu près, en tout cas pour moi, à environ 30 pelles. De mélange tout près, bien sûr. Après, on n'est pas dans un ouvrage d'art, on n'est pas dans le génie civil, donc si on est à 320 kg ou au-dessus, ça va pas changer la face du monde. Hein. Pour ce qu'on fait, voilà, on n'est pas en train de fabriquer un building. Ce qui va favoriser aussi la solidité de votre ouvrage, eh ben, c'est le fait de le vibrer. Donc vous allez en le vibrant chasser les bulles d'air. Et quand on chasse les bulles d'air, s'il y a moins de vide, il y aura plus de cohésion. Par contre, il ne faut pas trop le vibrer parce que là vous allez arriver à la ségrégation. Ça veut dire que vous n'aurez plus un mélange hétérogène, mais il va devenir homogène. Il va y avoir d'un côté les fines et les cailloux de l'autre. Et là on n'aura plus la consistance voulue. Alors maintenant ce qu'on va faire, tout à l'extérieur on va faire un coffrage naturel, ça veut dire avec la terre. Je vais mettre la terre autour et au fur et à mesure je vais tasser ma terre. Et après je pourrai vibrer autour. Comme ça évite que j'ai 30 cm de béton autour de mon coffrage, ça sert à rien. Et voilà, c'est la technique qu'on utilise quand on ne fait pas de coffrage extérieur. Alors le but c'est de mettre de la terre mais sans la mettre sur le béton. Et en même temps ça évite qu'avec le temps ça s'affaisse autour.
Bon, on est le lendemain, voilà, j'ai décoffré les deux petits regards. Les deux coffrages, je vais bien les nettoyer pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Bon, et maintenant on va s'occuper d'aller décoffrer le gros regard, mais là je pense que je vais prendre la mini scie circulaire pour couper. Je vais couper au plus près d'un angle pour pouvoir récupérer le maximum du panneau. Allez, c'est parti. Bon, voilà le résultat une fois décoffré. Ça, c'est mes tuyaux en attente, mes réservations. Tu vois, c'est nickel. Là, je suis bien content, même si j'ai dû recouper mon bois. Et tu vois la différence entre passer l'aiguille vibrante et pas la passer. Bon, c'est pas pour autant que ce sera pas costaud pour ce que c'est faire, mais on voit toute la différence, tu vois. Là, c'est pas prêt de s'écrouler. J'attaque maintenant le fond de regard. Je vais faire une pente pour que l'eau s'évacue au niveau du tuyau que j'ai mis qui va à mon puits perdu. J'adore pratiquer ce genre d'exercice. Je commence à préparer tout le tour et je vais créer une espèce de pointe de diamant qui sera dirigée bien sûr vers le tuyau. Comme ça, que ce soit l'eau de pluie ou le tuyau de la pompe qui se décroche par inadvertance, ça ne deviendra pas un lac. Ça partira tout dans le puits perdu. Maintenant, je me sers de ma taloche pour bien serrer le béton pour obtenir quelque chose de dense et bien compact et pas rugueux. Et pour finir nickel, hein, pas le choix que de se courber. Hein. Alors au début je pensais mettre pour l'évacuation une bonde ou quelque chose pour empêcher qu'il y ait des trucs qui viennent boucher le tuyau, et en réfléchissant j'ai que 80 cm à l'aide de tuyau, c'est vite fait de mettre un petit coup d'aiguille ou quelque chose d'autre comme ça. Là je dégage la terre du coffrage naturel que j'ai fait pour récupérer l'extrémité de mes tuyaux PVC. Bon, ça doit faire un mois je pense que la tranchée elle est ouverte. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais bon, on va essayer de bien chausser quand même, parce que moi ça j'y supporte pas. Bon, comme tu vois, j'ai commencé à remblayer ma tranchée, mais pas complètement. Ce que je vais faire là, je vais niveler un petit peu avec un râteau. Enfin, tu me nivelles avec ce que tu veux, en tout cas voilà. Et je vais mettre un grillage rouge, pour un grillage avertisseur. Rouge, on va dire à 25 cm environ de mon réseau. À quoi sert un grillage avertisseur pour ceux qui ne connaissent pas? Et ben, comme son nom l'indique, il avertit la personne qui va venir recreuser derrière que dessous il y a un réseau. Donc en général on le met à peu près donc à 25-30 cm. Si tu le mets plus bas, et ben, quand tu vas le trouver au godet, forcément tu vas trouver le grillage et tu vas trouver le réseau, donc tu auras massacré le réseau, il y a de grandes chances pour que tu l'aies massacré. Si tu le mets plus haut, la règle veut que quand on trouve un grillage avertisseur, on arrête la machine mécanique et on fait un terrassement manuel. Donc à ce moment-là, tu arrêtes la bécane, tu descends ta bête, où il y a ton terrassier comme tu veux, et tu vas venir le chercher à la main pour pas l'agresser. C'est sûr que si tu as mis ton grillage à 50 cm de haut, tu vas un peu chialer quoi. Voilà. Je croyais qu'il me restait du grillage avertisseur, mais non. Bon bah tant pis, on va prendre le grillage orange. Pour en faire un grillage avertisseur, ça fera l'affaire. Hein.
Bon, comme tu le vois, il me reste les réservations là à reboucher, mais avant de reboucher, ce que je vais faire, je vais pas laisser le scotch orange. Je vais mettre un peu de mousse expansive. Voilà, que ça sera facile après de venir avec un piquet ou quelque chose pour venir repercer. Parce que celui-là, je pense me le réserver pour la future alimentation de l'arrosage automatique. Là, c'est le tuyau d'alimentation qui va aux toilettes. Je pourrais toujours refaire un piquage là-bas dans mon regard intermédiaire. Je vais mettre la mousse expansive, comme ça je vais la laisser un peu travailler. Un Didine, c'est vrai. On va pas manger la chantilly, c'est pas bon. Et après on y referme gentiment. Voilà. Assis. Ouais, donne la balle. C'est à moi ça. Tiens. Ouais, donne la patte. Ouais, on dit check. Ouais, vite. J'ai pas bien nettoyé ma pompe, donc du coup je vais en foutre un peu partout, mais c'est pas bien méchant. Et puis c'est vite nettoyé, c'est vite reparti. Moi j'aime bien ce genre de bombe, je trouve ça bien efficace. Surtout quand on s'en sert assez fréquemment. Moi j'ai mis un fourreau de 90 parce que j'avais plus que ça, mais si t'as un câble à passer, t'achètes du fourreau de 40, ça suffit amplement. Pour le télécom, souvent de toute façon on utilise du 40 vert. Et pour les legs, c'est rouge, hein, normal. Mais quand tu as un câble à passer, c'est du 40. Par contre, si c'est les VRD de ta maison, si tu veux amener ta tranchée, on va dire, du coffret de dehors à ta maison, tu prends du 90 comme ça. Parce que si tu prends en dessous, ça passera pas. Après, entre les deux, il existe le 63. Un bon compromis aussi, pas mal.